Bonjour tout le monde, merci d'être là ce matin. Donc certains d'entre vous le savent déjà, j'ai proposé d'intituler cette série de rencontres matinales « Penser le monde d'après-demain ». Penser le monde après-demain à partir du constat que le présent était rarement réjouissant, que le lendemain ressemblait trop souvent à une impasse, voire à un désastre annoncé, et qu'il pouvait donc être utile ou salutaire de se projeter après-demain, c'est-à-dire dans une temporalité plus libre, qui peut bien sûr s'avérer pire, mais s'imaginer également plus réjouissante. Autant dire qu'avec le sujet de ce matin, à savoir l'après-demain de la Syrie, on est face à un miroir grossissant de cette hypothèse de travail, tant la situation actuelle semble tragique et l'avenir sans issue. Alors est-ce qu'on peut envisager quand même autre chose qu'un enfoncement sans cesse accru dans la catastrophe pour le peuple syrien? C'est ce dont nous discutons aujourd'hui avec Jean-Pierre Filiu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po, vous avez longtemps enseigné aux États-Unis. Vous avez publié il y a 2 ans un ouvrage qui s'intitulait « Les Arabes, leur destin et le nôtre », qui avait obtenu le prix Augustin-Thierry et qui était publié aux éditions La Découverte. Et c'est chez ce même éditeur que vous avez publié au printemps « Le miroir de Damas », sous-titré « Syrie, notre histoire ». Alors dans ce livre, on va commencer par la fin. Vous dites tout de suite il y aura quand même un après-guerre. On peut espérer que l'après-demain de la Syrie, ce soit un après-guerre. Est-ce qu'on peut imaginer une temporalité? Est-ce qu'on peut savoir à quoi cette après-guerre pourrait ressembler? D'abord, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'être ici, alors que je ne sous-estime pas la quantité d'activités alternatives qui vous étaient offertes. Et puis, merci à la Revue du Crieur, qui me permet justement de continuer à travailler sur des sujets, il faut bien le dire, un peu déprimants, en me donnant le privilège d'écrire sur Rihanna, sur Frank Zappa, et donc sur toute autre chose que mon Moyen-Orient de spécialisation universitaire. Et je suis aussi très sensible, c'est la première fois que je viens au Festival d'Avignon, mais j'ai appris, moi, à connaître le Festival d'Avignon et les gens du Festival d'Avignon par la Syrie, parce que dès 2011, dès le début de la révolution syrienne, ils avaient, depuis cette ville d'Avignon, lancé donc en juillet un appel à la solidarité avec le peuple syrien, appel d'Avignon, qui s'était concrétisé dès le mois d'octobre suivant par l'invitation à l'Odéon des représentants de la révolution syrienne et par la première forme de reconnaissance par la France de ces représentants, vu que Alain Juppé, alors ministre des Affaires étrangères, s'était déplacé pour l'occasion, donc dans un lieu de théâtre et non dans un lieu de diplomatie. Je crois que c'est important de le rappeler à Avignon. Alors, je précise encore, j'ai fait un petit lapsus, mais tout le monde l'aura rectifié, enfin un lapsus, plutôt un oubli, de préciser que c'est vous qui écrivez le blog du Monde, Ainsi Proche-Orient. Oui. Voilà, c'est la vieille concurrence entre Mediapart et Le Monde qui a rejailli. On se demande pourquoi. Voilà, je ne sais pas pourquoi, alors que la Revue du Crieur, précisément, dont je m'occupe, est œcuménique, donc voilà. Ça n'a pas lieu d'être. D'abord, la Syrie. Avant de dire l'après-demain de la Syrie, c'est quoi la Syrie? Parce que ce dont on parle est une construction à l'échelle du miroir de Damas, donc de mon dernier livre, tout à fait récente. C'est une construction qui date de 1939-1943. Alors qu'en fait, la Syrie, c'est ce qui n'est pas la vallée de l'Irak, donc la Mésopotamie, ce qui n'est pas la vallée du Nil, donc l'Égypte. C'est donc un espace profondément divers face à des systèmes écologiques où l'allocation d'une ressource rare qui est l'eau, le Tigre et l'Euphrate en Mésopotamie, le Nil en Égypte, a conduit depuis des millénaires à l'établissement de régimes autocratiques. Donc, je ne vais pas non plus faire l'erreur du futur intérieur et dire que la Syrie a toujours été démocratique, mais la Syrie a toujours été plurielle, diverse, parce qu'elle a toujours été un assemblage d'environnements très divers où, je ne vais pas tous les citer, mais entre le désert, la vallée de l'Euphrate, les chaînes côtières, les plateaux basaltiques, la vallée centrale, le cours de l'Oronte, se sont créés des niches, des biotopes, où des populations diverses ont pu s'implanter au fil des millénaires et des siècles, ce qui fait aujourd'hui de la Syrie un espace beaucoup plus divers encore que le Liban, dont la diversité, elle, est connue, reconnue, magnifiée. Or, on voit que cette Syrie, on essaie de la réduire à une unidimension.
comme si ça n'était qu'un espace pour un peuple et éventuellement un espace qu'on diviserait entre différents peuples, alors que jamais au cours de l'histoire ça n'a été le cas. Les premiers qui essaient de la diviser, ce sont les Français, donc là encore, à l'échelle des plusieurs millénaires d'histoire de Damas et d'Alep, c'est vraiment avant-hier, et qui divisent la Syrie en 5 États, donc sous le mandat français 1920-1943, et ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Et face à ce diviser pour régner colonial, un État des Druzes, un État des Alaouites, un État des Kurdes, alors je ne vais pas revenir sur la définition de ces différents groupes, mais il faut savoir que la diversité syrienne, elle est ethno-linguistico-religieuse. C'est-à-dire qu'on a des groupes ethniques, arabes, kurdes, arméniens, tcherkesses, turkmènes, assyriens, et j'en oublie. On a tous les groupes religieux de la région. On a 11 églises chrétiennes, on a toutes les familles de l'islam. On avait jusqu'au régime Assad une population juive importante. Et puis on a des yézidis qui sont encore un autre groupe. Donc, à mon sens, la Syrie, c'est cette diversité. Donc l'après-demain de la Syrie, c'est l'après-demain de cette diversité. Alors même qu'on a l'impression que ça s'homogénéise de plus en plus. Ou pas? C'est une illusion abominable, cette homogénéisation. Ce qu'on voit actuellement, je rappelle les données accablantes, 22 millions d'habitants, 5 millions de réfugiés hors de Syrie, 7 millions de déplacés à l'intérieur de la Syrie, ce qui veut dire que donc plus de la moitié des Syriennes et des Syriens ont été forcés de quitter leur pays. D'après moi, au moins un demi-million de morts, je rappelle, pour 22 millions d'habitants, ce qui implique 1 million de blessés graves, donc des séquelles absolument abominables, 2 tiers des centres hospitaliers, des centres scolaires détruits, la moitié détruits ou endommagés. Quand on dit endommagés, ça veut dire qu'ils ne sont plus fonctionnels. Et la moitié des habitations endommagées ou détruites. Bon, c'est un vrai champ de ruines. Or, pourquoi ce champ de ruines? Ce champ de ruines parce qu'on a refusé la diversité. Parce que quand le peuple syrien est descendu dans les rues en mars 2011, il avait repris un drapeau qui était celui qui était opposé au mandat français, donc de 1920 à 1943, historiquement à partir de 1932 pour ce drapeau-là, qui est un drapeau avec 3 étoiles. Et ces 3 étoiles, c'est Damas, Alep et toute autre ville qui veut se joindre à une Syrie unie. Donc on voit une continuité de la revendication d'unité dans la diversité depuis la résistance anticoloniale jusqu'au soulèvement anti-Assad. Donc face à cela, le drapeau d'Assad, il y a 2 étoiles, et ces 2 étoiles, c'est très étonnant, c'est le drapeau de ce qu'on appelait la République arabe unie quand la Syrie était absorbée dans l'Égypte de 1958 à 1961. J'insiste là-dessus parce qu'à mon avis, ça résume toute la dynamique à l'œuvre et en même temps la voie de sortie. Donc d'une part, on a un drapeau qui nie la Syrie par le haut, au nom d'un panarabisme dans lequel la Syrie se dissout et où accessoirement la diversité syrienne avait été livrée à l'autoritarisme égyptien donc de Nasser, et jusqu'à la catastrophe récente, ça a été la pire période de l'histoire de la Syrie contemporaine, 58-61, où la Syrie a été littéralement occupée par les services de renseignement égyptiens. Et face à cela, on a la Syrie d'en bas, celle que je m'efforce en permanence avec plus ou moins de succès de rendre visible, qui est celle qu'on ne voit plus. Parce que on voit bien, on a la séquence par exemple de ces derniers jours, un cessez-le-feu dans le sud-ouest de la Syrie. Bon, je l'ai effectivement commenté sur mon blog dimanche dernier, mais ce cessez-le-feu, c'est très intéressant. Il est conclu à Amman et il est annoncé à Hambourg en marge du G20. Et tous les signataires du cessez-le-feu sont étrangers à la Syrie. Il n'y a pas un Syrien qui est parti à ce cessez-le-feu, que ce soit côté gouvernemental ou côté révolutionnaire. Donc il y a cette idée qu'on pourrait de l'extérieur, par en haut, par l'extérieur, arriver à gérer ce qui est au fond la profonde aspiration à l'autodétermination d'un peuple dans sa diversité. Et moi je crois toujours que cette Syrie d'en bas
D'abord, elle n'est pas morte, malgré tous les efforts qui ont été faits pour la mutiler, pour l'amputer, la dépouiller, la ruiner. Elle est toujours là, et que c'est par cette Syrie d'en bas que la Syrie renaîtra, et non par différents projets de partition, de fédération, que sais-je, établis de l'extérieur. Mais ça, c'est une question qu'il faut vous poser tout de suite, et après on entrera un peu dans le détail des concordances des temps que vous examinez dans le livre. Pour vous, ça se joue vraiment du coup à l'intérieur de la Syrie, l'avenir de la Syrie, parce que on peut aussi dire que voilà, on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une conférence diplomatique, alors on voit aussi que cette diplomatie elle bouge, c'est-à-dire qu'on n'est plus à Paris, maintenant on est à Astana, enfin on n'est plus à Genève, on est dans la diplomatie bouge. Pour vous, elle se jouera quand même à l'intérieur de la Syrie, ou on est obligé d'en passer par une phase diplomatique, même si une partie de la diplomatie, qui pourtant s'est inventée en Syrie, hein, vous le montrez dans le livre, a aussi fait faillite à l'occasion de cette guerre. Moi, il se trouve que j'ai été diplomate pendant une vingtaine d'années, notamment en Syrie, de 96 à 99, où j'ai eu le privilège de représenter la France comme chargé d'affaires. J'étais le numéro 2 de l'ambassade, donc je sais ce que peut être la diplomatie en Syrie, je sais ce que peut être la diplomatie en général, et vous le rappeliez élégamment, et c'est en Syrie que la diplomatie au sens moderne du mot s'est inventée, d'abord à Alep, dans ce qu'on appelait les échelles du Levant au XVIe siècle, et ensuite dans ce qu'on appelait la question d'Orient au XIXe siècle, qui était la grande question des chancelleries, comme on disait à l'époque, vu que la question d'Europe était censée avoir été réglée par le Congrès de Vienne en 1815, après l'épopée napoléonienne. Donc la grande question de la diplomatie, c'était la question d'Orient. Et en fait, la question d'Orient, c'était la question de Syrie, déjà. Donc, moi, ce que je crois, et ce qui évidemment irrigue tout mon propos depuis, c'est que ce qui se passe en Syrie est universel. Or, trop souvent, on croit que l'extérieur peut gérer ce qui se passe en Syrie. Et je pense qu'il faut complètement renverser la vision, et pas uniquement parce que j'ai une tendresse immense pour les Syriennes et les Syriens, mais parce que je crois que c'est vrai, parce que c'est une terre qui a produit de l'universel, une terre et un peuple qui ont largement laissé leur marque sur ce que nous sommes ici et ailleurs, du fait du caractère fondateur des événements qui se sont déroulés sur la terre syrienne. Donc une fois que j'ai dit tout ça, je pense que c'est en Syrie que se trouve la clé. Moi, dès 2014, dès janvier 2014, donc 3 ans et demi, je disais que toutes les conférences de Genève, bon, à l'époque c'était Genève-Montreux, la séquence, ne servaient à rien. Bon, j'ai pas été quand même fondamentalement contredit par l'évolution des choses, et qu'il fallait au contraire aller faire des cessez-le-feu locaux et la désinternationalisation. C'est-à-dire, je crois à la phase diplomatique, mais pour neutraliser les intervenants extérieurs. On voit bien que la diplomatie que l'on fait aujourd'hui va vers de plus en plus d'interventions extérieures. Que le cessez-le-feu donc a été conclu vendredi et qui est rentré en œuvre dimanche pour le sud-ouest de la Syrie est censé être mis en œuvre par la police militaire russe. Par la police. Enfin, la simple idée que, bon, au-delà du fait qu'un pays qui a semé autant de ruines en Syrie indirectement depuis 2011, directement depuis 2015, pour être garant d'un accord de paix, c'est déjà scandaleux. Mais l'idée qu'une police militaire russe pourrait mieux que des Syriens qui, depuis des siècles, voire des millénaires, ont cultivé un art. L'art du vivre ensemble, c'est pas s'aimer. C'est savoir que si on tombe tous. Et que donc, il faut trouver des moyens, et les Syriens en ont développé des facettes très sophistiquées de coexister, de gérer les tensions au plus bas, parce qu'il y avait la conscience aiguë d'un suicide collectif. Et on voit bien, lors des grands massacres de l'histoire de Syrie, l'histoire de Syrie n'a pas été un long fleuve tranquille, ce sont des massacres qui sont de responsabilité extérieure. Le pire étant Tamerlan en 1400-1401. Mais quels que soient les conflits en Syrie, on arrivait toujours à un moment à stabiliser.
Hein. Et moi, j'ai eu une expérience du terrain syrien en guerre à l'été 2013. Je n'y suis plus retourné depuis parce que, d'abord, je ne voulais pas être une charge pour les amis syriens, et ça devenait vraiment compliqué de protéger un étranger. Et en plus, moi, là, j'étais rentré par la Turquie à Alep, je voulais rentrer dans le sud par la Jordanie. Il était évident que les Jordaniens ne me laisseraient plus ressortir. Voilà, on y réfléchit à deux fois. Mais j'ai vu sur le terrain à Alep des gens de l'Est et des gens de l'Ouest, de part et d'autre d'une ligne de fracture absolument artificielle, qui ne correspond à rien, ni dans l'histoire d'Alep, ni dans la configuration urbaine, entretenir des relations quotidiennes, parce qu'il faut de l'eau, que les uns ont, que les autres n'ont pas. Il faut de l'électricité, que les uns ont, que les autres. Et sur la base de ces petits arrangements entre belligérants, j'étais convaincu qu'on pouvait construire un cessez-le-feu durable à Alep et protéger la ville qui à l'époque était détruite, mais qui n'était absolument pas le champ de ruines qu'on a aujourd'hui. Donc, à mon avis, tant qu'on ne revient pas vers cette profonde lucidité de la Syrie d'en bas, dans la gestion, sans forcer. Alors le problème, c'est qu'on nous demande des plateformes, on nous demande des manifestes, on nous demande des plans. Alors qu'eux, quand ils font ça, ça n'est pas formalisé. C'est quelque chose qui se joue dans la vie. Et on voit, et ça c'est une grande tristesse pour un ancien diplomate, que très souvent les plans sont des plans de mort, même quand ils disent qu'ils sont des plans de paix. Mais ça pose une question que vous soulevez dans votre livre, c'est est-ce que l'ONU peut avoir un rôle encore, et si oui, lequel, après avoir quand même failli à plein d'égards, au sens où, vous le dites, elle continue à reconnaître au fond Bachar el-Assad comme le représentant légitime de la Syrie, et à rejeter l'opposition dans ce que vous appelez des limbes diplomatiques. Alors, précisons tout de suite, l'ONU n'est jamais que l'expression, que la résultante de l'expression de ses membres. Hein. Donc, si l'ONU va mal, c'est que le monde va mal. Mais en l'espèce, la faillite de l'ONU en Syrie prouve que notre monde va encore plus mal que nous n'en sommes conscients. Et c'est pour ça que je parle du miroir de Damas, c'est que je pense que l'horreur syrienne, dont il faut savoir qu'elle nous parvient très amortie, que nous avons fort peu d'accès direct à l'horreur dans toute sa crudité. Je ne veux pas faire dans l'obscénité, mais c'est extrêmement amorti. Ce que nous voyons, il y a 1000 filtres. Hein, et j'ai vu des choses en Syrie dont je n'avais pas idée qu'elles étaient possibles, pour faire simple. Voilà. Et si vous voulez juste vous replonger dans le début de l'horreur, il y a ce film extraordinaire d'Osama Mohamed, Eau argentée, mais qui ne couvre que la période 2011-2013, c'est-à-dire avant les attaques chimiques. Et imaginez que depuis, ça est allé de pire en pire. Bon. Donc, déjà ça. Donc, on voit bien, aujourd'hui, il faut savoir que l'ONU n'est en Syrie que du côté des bourreaux. Ce n'est pas uniquement que Assad représente la Syrie à l'ONU. Ce qu'on peut éventuellement expliquer par la logique interétatique du système onusien. Et par le précédent libyen, qu'il ne faut jamais oublier, qui est qu'effectivement l'ONU a reconnu sous pression de la France, puis des États-Unis, puis de l'Angleterre, l'alternative à Kadhafi, et qu'on voit bien que cette alternative n'a pas été fonctionnelle, même si on pourrait en débattre. Donc il y a cette idée, en gros, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est formidable, parce qu'avec ces grandes tragédies, on arrive toujours à cette espèce de sagesse de bazar, cette espèce de bon sens de comptoir, et quand on dit, mais attendez, on sait ce qu'on perd, c'est-à-dire on perd quelqu'un qui a quand même... qui est responsable de la mort de centaines de milliers de ses compatriotes. Je veux dire. Et on nous explique encore, je ne citerai pas de nom, on en citera peut-être plus tard, qu'il faut mieux ça qu'un État failli. Mais il n'y a pas plus failli que le régime Assad. Un État qui ne sait faire que massacrer sa population, il est au-delà du failli. C'est un État... Bon. Donc, l'ONU, aujourd'hui, je le dis parce que c'est très important, hein, l'ONU... en Syrie, n'est présente que dans une enclave de grands hôtels au centre de Damas. Donc elle est non seulement au pied des bourreaux,
mais elle est encerclée par les bourreaux, c'est-à-dire elle ne peut pas faire mouvement, hein, au point qu'elle est tellement discréditée que quand il y a des accords comme ceux que je vous décrivais, des accords concrets qui se passent sur le terrain, ils ne veulent pas de l'ONU. Parce que la dernière fois que l'ONU était là, j'ai juste rappelé quelques détails, c'était en 2014 à Homs. Il y a eu un accord d'évacuation. Bon, Homs, il y a les formidables livres de Jonathan Little, Carnet de Homs, mais qui couvrent la période 2011-2012. Hein. Pareil, hein, ça n'a été qu'en empirant. Et donc, en 2014, il y a un accord d'évacuation. Et là, les révolutionnaires, pour la première et dernière fois, font confiance à l'ONU. Hein, malgré le fait que l'ONU, sur les armes chimiques, enfin, on peut y revenir. Bon, accord d'évacuation, l'ONU est censée superviser. Bon, il se trouve qu'avant d'être diplomate, j'ai été délégué de la Fédération internationale des droits de l'homme au Liban, donc je sais, j'ai supervisé des cessez-le-feu et tout. Et en fait, dès que les hommes sortaient, les gens du régime Assad les prenaient et allaient les interroger, si vous voyez ce que je veux dire, dans une école où l'ONU était au rez-de-chaussée et le centre d'interrogatoire, donc de torture au premier étage, ou l'inverse. J'avoue que j'ai oublié. Hein, donc, ils ne veulent plus entendre parler de l'ONU. Et on voit bien que l'ONU a eu 3 envoyés spéciaux pour la Syrie. Kofi Annan, Lardar Brahimi, depuis l'été 2014, Stéphane de Mistura. Je défie Stéphane de Mistura de mettre en avant la moindre réalisation depuis 3 ans. La moindre, hein. Un cessez-le-feu quelque part, un accord, alors que toutes les règles de droit humanitaire ont été violées. Donc moi, j'avais proposé pendant la bataille d'Alep quelque chose de très simple, hein, que Stéphane de Mistura, qui est quelqu'un qui a une élégance inouïe, hein, qui est toujours habillé dernier chic, il a même un monocle. J'ai rien contre le monocle. Un vrai diplomate. Non, une caricature de diplomate, justement. C'est-à-dire la personne qui veut vous montrer, quand il entre dans la salle, qu'il est un vrai diplomate, ce qui est toujours mauvais signe. Mais que cette personne prête sa canne et son chapeau et qu'elle aille à Alep, plutôt que de rester... sa journée, c'était quand même d'informer en visioconférence depuis Genève le Conseil de sécurité de ce qui se passait en Syrie. Mais on vit dans quel monde, hein? Et je finirai juste avec la citation de l'ambassadeur de France à l'ONU, François Delattre, qui est quand même un diplomate très expérimenté. Comme il est très expérimenté, il a mis un point d'interrogation, mais il a publié dans la revue médicale, très intéressant, The Lancet, hein, une tribune qui s'appelait Alep, le tombeau de l'ONU, point d'interrogation. Bon, parce que quand même, mais je crois que on n'a pas mesuré à quel point ça n'est pas qu'est-ce que l'ONU peut faire pour la Syrie, c'est qu'est-ce que l'ONU peut faire pour l'ONU en agissant en Syrie d'une façon radicalement différente. Mais alors, qu'est-ce qui peut, même si c'est une question sans doute trop vaste, être fait quand même encore du côté de la diplomatie? Parce que depuis 2011, vous appelez, enfin vous avez, et disons depuis 2013, vous montrez qu'on n'a pas agi, notamment au moment où il fallait agir, c'est-à-dire au moment où l'opposition à Assad était moins minée et dominée par des djihadistes, au moment où le régime était moins soutenu par ses alliés aujourd'hui russes ou iraniens. On se demande du coup si rien n'a été fait en 2011-2013, enfin ou en tout cas pas du tout assez pour même pas soutenir l'opposition, mais en tout cas ou le peuple syrien, mais en tout cas le protéger de forces bien supérieures militarisées. Est-ce que on peut encore imaginer quelque chose? Tant qu'il y aura des Syriennes et des Syriens sur la terre de Syrie, on pourra non seulement imaginer, mais espérer. Et ce qui est terrifiant, c'est qu'on continue d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire dans l'internationalisation, au lieu justement de donner pouvoir, liberté. Alors ça impliquerait très concrètement des zones de sécurité, hein. Et là, on verrait la société syrienne remonter des profondeurs, réapparaître, s'organiser. Alors je ne me fais pas d'illusions excessives. Il faut savoir, je l'avais déjà vu à l'été 2013 à Alep, que les meilleurs sont morts. Que, comme très souvent dans les guerres civiles, les premiers qui tombent, qui sont torturés, c'est évidemment ceux qui sont les plus patriotes, les plus dévoués, ceux qui se sont le plus exposés, ceux qui étaient sur les listes noires des escadrons de la mort. Que donc une grande partie de cette élite de la société civile, je sais que le concept peut paraître étrange, mais moi je l'ai vu, hein, une grande partie de cette élite de la société civile a disparu,
a été physiquement liquidé et que c'était un des objectifs de guerre du régime Assad et de Daesh, notamment par des listes noires dont j'ai vu la mise en œuvre. Parce que je ne comprenais pas comment soudain telle personne se faisait tuer chez elle, telle autre disparaissait. Et on voyait que peu à peu, faut dire la vérité, hein, l'encadrement social devenait de plus en plus médiocre. Hein, mais bon. Et en même temps, c'est le seul espoir, c'est la seule voie. Hein, on ne pourra pas... on a vu en Irak l'effet absolument dévastateur que peut constituer la réimportation d'une classe politique exilée aux dépens de personnes qui avaient vécu sous le régime Assad, qui n'étaient pas les meilleurs, mais ils étaient de la terre. Hein. Là, il est évident qu'aujourd'hui, c'est la tragédie de l'exil, mais les Syriens qui sont exilés ne pourront pas avoir la même voix au chapitre quand ils rentreront que ceux qui auront vécu cette tragédie de bout en bout sur place. Donc ce qu'il faut, c'est que cela apparaisse. Or, on voit bien que... Et donc, moi, je suis plutôt jacobin, hein, mais il est évident qu'en Syrie, on ne peut plus raisonner à partir du pouvoir central. Et on voit bien qu'on passe son temps à poser la question du pouvoir central. Ah ben c'est un préalable, ah ben c'est plus un préalable. Oh là là, qu'est-ce que je suis intelligent d'avoir pu avoir posé un préalable. Ah. La belle affaire. Ouais, et résultat, voilà, hein, 2 mois après, voilà. Et donc, ça n'est dans un sens comme dans l'autre. C'est pour ça que je pense qu'il faut retrouver des situations locales. Et justement, c'est pour ça que ça m'inquiète tant dans le sud-ouest de la Syrie, c'est un des derniers endroits où vous avez encore une force qui correspond aux idéaux de 2011. Hein, surtout autour de Deraa, berceau de la Révolution. Or, on voit bien, sans donner les détails, si vous voulez savoir plus, regardez mon blog, hein, que... C'est dommage que vous ayez fait ce blog dans un petit journal local, voilà, et pas sur Mediapart. Mais bon, voilà. Les gens l'auraient plus regardé. Mais... Voilà. Et donc, on voit bien qu'au fond, tout le monde est d'accord pour liquider cette autonomie syrienne de décision. Le fait qu'à Deraa, vous pourriez avoir aujourd'hui un accord entre Syriens de part et d'autre. Non, on fait un accord avec les Israéliens, les Jordaniens, les Russes, les Iraniens, les Américains, et ils sont, ces 5-là, tous d'accord pour surtout ne jamais demander leur avis aux Syriens. De même que la chute d'Alep, fondamentalement, dans son côté absolument spectaculaire, hein, l'effondrement en décembre 2016, n'est pas lié à un effondrement interne. Il est lié au lâchage par la Turquie. Hein. Donc, on voit que les facteurs extérieurs, au lieu de contribuer à un règlement, contribuent à une démolition et à encore plus de ruines. Donc, il faudrait qu'on ait une diplomatie qui s'emploie à neutraliser les acteurs extérieurs, au lieu justement de les rendre de plus en plus puissants, de les missionner à l'intérieur de la Syrie. Et malheureusement, la tendance lourde est celle-là aujourd'hui. Mais alors comment on peut imaginer ça? Vous parlez de zone de sûreté, ça veut dire quoi exactement? Et plus largement, comme je ne suis pas rancunier, j'ai lu votre dernier blog qui était consacré au Golan, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a en Syrie un territoire qui est disputé entre le Hezbollah, les milices pro-iraniennes, Israël, sur le territoire même de la Syrie, est-ce qu'on peut vraiment imaginer une autonomie vis-à-vis d'une région qui est celle qu'on connaît? Déjà, effectivement, il faut rappeler encore et toujours que la révolution éclate en 2011, mais qu'on a une partie du territoire syrien qui est occupée depuis 1967, qui est donc le plateau du Golan, 1154 km², occupé par Israël depuis 1967, et que le statu quo qui prévaut, donc entre cette Alsace-Lorraine syrienne et le reste de la Syrie, est un des éléments constitutifs de la stabilité du régime Assad, hein, aussi bien père que fils. C'est-à-dire que si aujourd'hui on trouve tant de bonnes raisons de garder Assad au pouvoir parce que c'est un moindre mal, c'est entre autres parce qu'Israël considère que c'est un moindre mal et préfère avoir un dictateur comme Assad qui maintient sa frontière nord-est calme. Donc ça n'en rend que plus grotesque, indécent, voire, excusez-moi l'expression, débile, les énoncés sur Assad anti-impérialiste. Hein. Je veux dire, si Assad est là,
c'est parce que les soi-disant impérialistes sont ravis aussi qu'il soit là et qu'il y reste. Donc, il faut quand même de temps en temps arrêter les délires un peu pavloviens. Mais même dans cette situation-là, donc vous avez le Golan ici, et là vous avez Deraa, le berceau de la Révolution, et là vous avez la frontière jordanienne. Ce qui veut dire que depuis 2011, depuis 6 ans, ici, vous avez une enclave qui, plus ou moins, répond à ces idéaux, malgré les bombardements, malgré les famines, malgré les sièges, malgré les accords extérieurs, et que donc ce cessez-le-feu aurait pu tout simplement avoir une clause qui préserve cette enclave et qui favorise, par exemple, des points de passage entre Syriens, plutôt que ce soit la police militaire russe qui aille de l'un à l'autre. Et je suis convaincu que dans ces cas-là, ça peut être... moi je suis assez libéral pour ça, je crois beaucoup au gagnant-gagnant. Ça peut être gagnant pour les deux camps. Tandis que là, on voit bien qu'aucun camp ne va gagner syrien, et que donc inévitablement, on va avoir plus de violence, et que ça va se traduire par plus d'internationalisation, plus d'exode, plus d'internationalisation, plus d'exode, exactement comme cela se passe depuis 6 ans et demi. Alors on vous entend, il n'est pas impossible de penser un avenir pour le peuple syrien. On va peut-être y réfléchir davantage, mais du coup, à partir d'une question que vous posez vous-même dans votre dernier livre sur le miroir de Damas, que j'ai envie de vous poser à la fois comme question méthodologique, parce que quand on essaye de réfléchir à l'avenir, là, comme pendant cette série d'entretiens, sans faire de la futurologie ou de la cartomancie, on s'adresse parfois à des historiens. Vous êtes historien. La semaine prochaine, pour penser l'après-demain de la Révolution, il y aura Sophie Vanish, qui est historienne de la Révolution française. Du coup, ma question, elle est à la fois méthodologique. Qu'est-ce que le passé permet d'ouvrir pour l'avenir, et particulièrement dans l'histoire de la Syrie? Qu'est-ce qu'on a comme élément, si on fait, comme vous le faites dans cet ouvrage, des concordances des temps ou des correspondances des époques, comme réservoir qui puissent réouvrir l'avenir, sachant qu'il y a aussi plein d'éléments où on pourrait très vite tomber dans la rhétorique, bon, de toute façon, il y a eu tellement de tragédies en Syrie que ce n'est qu'une nouvelle avant la prochaine. Voilà. Alors, donc, comme j'essaie de rappeler, il y a eu des tragédies en Syrie, et combien, mais la constance de la Syrie, c'est se vivre ensemble. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que quand on a tel ou tel ponte de la République qui commence à énoncer les confessions et en disant, vous voyez, ces gens-là ne pourront jamais vivre ensemble, c'est exactement le discours du mandat français pour justifier sa domination, alors que face à lui, il y avait un royaume arabe constitutionnel qui s'était établi à Damas dans la foulée de la Première Guerre mondiale et de la lutte des Arabes aux côtés des Français et des Anglais contre les Turcs et les Allemands. Donc on a trahi des alliés arabes qui nous renvoyaient nos propres principes d'autodétermination. Donc la question, à mon avis, est une question d'autodétermination et n'a jamais cessé d'être une question d'autodétermination. Que l'autodétermination soit aujourd'hui contre, certes, le régime Assad, mais fondamentalement contre les puissances occupantes que sont la Russie, l'Iran et toutes les milices affidées à l'Iran. Il ne faut jamais oublier que dans la bataille d'Alep, à l'automne dernier, l'essentiel des forces loyalistes étaient étrangères. C'était des Libanais, des Irakiens, des Pakistanais et des Afghans, en plus des Russes et des Tchétchènes. Donc on n'est pas du tout dans une guerre civile, on est dans une intervention extérieure massive contre le peuple syrien. Donc ce que je vois, moi, dans l'histoire, c'est que cette lutte pour l'autodétermination, elle est fondamentale, et tant qu'elle n'aura pas abouti, nous serons dans ce chaos désormais contre-révolutionnaire, vu que la révolution a été combattue par des forces inouïes. Et dans l'histoire, je l'avais écrit, je le dis plus que jamais, c'est la Syrie qui est au centre. On voit bien que ce qui peut se passer en Égypte, ce qui peut se passer en Irak, est de l'ordre du réajustement autoritaire. On le voit bien là, dans la libération du Chandrouine de Mossoul, on le voit bien dans la dictature Sisi qui clame son antiterrorisme et qui, chaque
chaque semaine à un bain de sang qui lui est infligé par des djihadistes de plus en plus puissants. C'est-à-dire que plus on lutte contre le terrorisme, plus il y a de terroristes. Ça devrait quand même un peu interpeller sur la validité. C'est-à-dire on abandonne toutes les libertés, mais on met la lutte antiterroriste avant. Et bizarrement, à la fin, il y a encore plus de terroristes. Hein. Donc, mais la Syrie est au cœur. Et de toute façon, cette centralité syrienne, elle s'imposera pour le meilleur et pour le pire. Alors j'espère pour le meilleur, mais pour cela, il faut redonner la voix, l'énergie, le pouvoir aux Syriennes et aux Syriens d'en bas, l'expression que j'utilise par défaut. Sinon, on voit bien que pour le pire, ça pouvait être Daesh. Parce que Daesh, c'est pas à partir de Mossoul qu'ils ont planifié des attentats en France. C'est à partir de la Syrie. C'est pas à partir de l'Irak qu'ils ont recruté. Et ça, juste, je vous interromps un instant, cette crainte qui détermine une partie de la politique occidentale, que la Syrie devienne le terreau d'un califat, elle est complètement fantasmée. Mais là encore, l'historien est obligé de rappeler la chronologie. Hein. C'est-à-dire, la première chose qu'il faut faire, c'est savoir ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après. Et trop souvent, on nous présente les faits pour la cause. Or, avant Daesh, il y a Assad, qui collabore avec Daesh, qui les aide à se mettre en place et qui, pendant des années, ne les touche pas, parce qu'ils ont un ennemi commun qui est la révolution syrienne. Et c'est dans ce contexte qu'un certain nombre de Français liés au service syrien, je ne vais pas rentrer dans les détails, ont planifié et téléguidé les attentats qui ont ensanglanté notre pays en 2015. Donc, l'idée de dire on va s'occuper de Daesh sans s'occuper d'Assad est un mélange d'inconscience et d'immoralité. Ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, ça ne marchera pas. Hein. Et on voit que toutes les solutions qui jusqu'à présent ont été mises en avant sont des solutions qui dépossèdent encore un peu plus les populations les plus victimes de Daesh. Est-ce qu'on demande aux gens de Raqqa de se libérer? Non. On envoie des milices extérieures qui en plus sont étrangères à la ville, d'abord du fait de leur appartenance ethnique qui est majoritairement kurde, et ensuite du fait de leur orientation politique, qu'on peut trouver sympathique, personnellement c'est pas mon cas, mais qui est de l'ordre de l'extrême gauche. Bon, l'extrême gauche à Raqqa, on ne peut pas dire que ce soit vraiment très en phase avec la population. Donc on a cette altérité, cette aliénation qui, au lieu d'être pensée, avec qui pourrait-on travailler dans la population cible de Daesh qui veut se soulever contre Daesh pour détruire Daesh, eh bien on fait exactement le contraire. Or, on avait un précédent à Alep, janvier 2014, les révolutionnaires d'Alep expulsent Daesh de la ville. Or, au lieu de dire c'est formidable, on a enfin un allié contre Daesh, au contraire, c'est à partir de ce moment-là que les campagnes de bombardement deviennent le pire, comme si on voulait liquider physiquement cette alternative entre Assad et les djihadistes. En même temps, vous prenez le cas du cher Ibn Taymiyyah du XIVe siècle, qui est aujourd'hui la référence principale des djihadistes qui pensaient depuis la Syrie. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a quand même, pas seulement dans l'instrumentalisation du régime Assad ou dans l'arrivée de combattants djihadistes étrangers, une veine d'un islam rigoriste qui effraie une partie non seulement des Occidentaux mais de la population syrienne et qui pourrait trouver un terreau sur les décombres aujourd'hui de la Syrie. Oui, alors il faut bien voir qu'aujourd'hui Daesh en Syrie, à la différence de l'Irak, c'est largement une organisation étrangère. Donc Ibn Taymiyyah effectivement a prêché à Damas au début du XIVe siècle, mais on pourrait, et j'en mentionne quelques-uns, énoncer la litanie de tous les cheikhs soufis, mystiques, qui ont prêché un islam tolérant. Bon, que Damas ait produit ce penseur ne signifie pas qu'il y a la moindre... Ce qui est très intéressant, en revanche, c'est que ce penseur émerge quand l'islam n'est plus menacé. Quand les croisades d'un côté, quand les Mongols de l'autre ont été défaits, et que donc on peut se concentrer contre les mauvais musulmans. C'est-à-dire qu'en fait, on peut penser la guerre
de l'islam contre l'islam. D'ailleurs, le cheikh en question, il passait une partie de son temps à aller fracasser les cafés dans la vieille ville de Damas, et il a fait un traité contre le hashish qui est aujourd'hui très populaire chez les prédicateurs de banlieue pour des raisons évidentes. Mais même Ibn Taymiyyah, donc si on prend la filiation, on voit bien qu'Ibn Taymiyyah, j'essaie de faire le plus simple possible, ne devient ce penseur revendiqué par les djihadistes que par le passage par l'Arabie Saoudite. Que par le fait, c'est pas en Syrie que l'alchimie se fait. Elle se fait parce que quelque part, dans le désert saoudien, dans le désert saoudien, on dit des Saoudiens aujourd'hui, à l'époque on disait le désert arabe, une tribu, les Saouds, va s'allier à un prêcheur wahhab, Abdel Wahhab, et ils vont inventer le wahhabisme autour de la pensée d'Ibn Taymiyyah, qui va devenir une idéologie de combat. Ça s'est pas passé en Syrie, hein, donc il a fallu un détour par l'extérieur. La pensée elle-même d'Ibn Taymiyyah en Syrie n'avait pas fait souche. Hein, elle s'était justement dissoute dans cette espèce de marée sympathique, de coexistence, de petits et grands arrangements, qui ne sont pas toujours très nobles, hein, mais qui font que, voilà, la vie continue. Et puis juste une anecdote sur cette espèce de fausse candeur syrienne. Moi, quand je découvrais la Syrie, il y a déjà 35 ans, plus de 35 ans, et que quand même je trouvais qu'il y avait beaucoup de statues d'Assad un peu partout. C'est-à-dire que parfois il y avait des places en Syrie où Assad vous regardait de partout. De chaque fois que vous retourniez, soit c'était un grand portrait, soit c'était une statue, mais dès que vous retourniez, Assad vous regardait. Et donc, je disais à des amis de Damas, quand même, c'est un peu lourd, tout ça, c'est un peu pesant. Et il me disait, avec cette grande sagesse syrienne, on n'a jamais vu une statue vous donner une claque. Et d'ailleurs, vous rappelez dans le livre que la tombe d'Ibn Taymiyyah est quasiment à l'abandon, enfin dans un coin. J'avais réussi à la trouver, oui. Pas du tout l'objet d'une grande vénération. C'est toujours intéressant, c'est pas l'historien que vous êtes que je vais dire ça, de regarder où sont les tombes, où sont les reliques. Vous prenez un autre exemple qui est la manière dont la grande mosquée de Damas, où était brandie la tunique d'Osman, le calife Osman, dont le meurtre fut le point de départ de la scission entre chiisme et sunnisme, jouxte l'église dédiée à la tête décapitée de Jean-Baptiste, qui était vénéré comme le prophète Yahya. Et vous dites, voilà, il ne faut pas surestimer, et que c'était un sanctuaire qui était partagé par les musulmans et les chrétiens. Et qu'il ne faut sans doute pas surestimer cette coexistence, mais il ne faut pas non plus la nier. On a quand même envie, là, vu la situation, de vous demander, est-ce qu'on peut aujourd'hui colmater les gouffres qui se sont évidemment instrumentalisés, catalysés par le régime, accentués entre les chrétiens de Syrie et les musulmans. Le gouffre en question ne doit pas être sous-estimé, mais c'est pas le pire aujourd'hui. Aujourd'hui, le pire, c'est celui qui s'est ouvert, qui s'est creusé entre les sunnites, qui sont majoritaires en Syrie, très largement, 3/4, majoritairement arabes, minoritairement kurdes, et les alaouites, qui sont une famille de l'islam spécifique, qui ne sont pas des chiites, et qui est une communauté à laquelle appartient le clan Assad, mais qui n'est pas une communauté privilégiée. Moi, je suis beaucoup plus inquiet de ce qui pourra se passer entre ces deux communautés dans l'avenir. Paradoxalement, j'ai moins d'inquiétude pour les chrétiens qui sont revenus à Alep, alors qu'ils ne reviendront pas à Mossoul, c'est clair, et qui n'ont pas quitté Damas, ni les grandes zones où ils se trouvent. Donc, il est frappant que dans le discours, quand on dit le discours sur les minorités, est un discours très fort en Occident, et il a une historicité. C'est le discours de l'intervention coloniale. On intervient toujours pour les minorités. De même qu'en Afrique du Nord, on intervenait toujours pour sauver la femme algérienne du méchant mâle algérien qui voulait la voiler. Toute ressemblance avec des débats plus contemporains est évidemment absolument fortuite. Mais ce qui est très frappant, c'est que le discours sur les minorités ne porte que sur les minorités chrétiennes. Un petit peu les Kurdes maintenant, parce qu'ils sont tendance,
hein, mais jamais sur les minorités de l'islam, alors qu'à mon avis, ce sont les plus menacés. Sans parler des yézidis, dont, sans faire un sondage dans la salle, je pense que la grande majorité des Françaises et des Français ont appris leur existence au moment de leur extinction. C'est ce qui est, du point de vue de l'histoire, un scandale absolu. Hein, parce qu'on est face à une population qui a des siècles, des millénaires d'âge, et on apprend qu'elle existe au moment où elle disparaît. Hein, ils existent encore en Syrie. C'est très important. C'est un des signes qui fait que la Syrie, malgré tout, elle aura cet après-demain, à mon avis. Et cet après-demain, il peut se faire dans les frontières actuelles. Vous rappeliez tout à l'heure que la construction territoriale de la Syrie, telle qu'on la connaît, elle est quand même assez récente. On voit notamment du côté des Kurdes qu'il pourrait y avoir une partition. Enfin, est-ce que vous pensez qu'une Syrie dans ses frontières actuelles est imaginable? Je pense que c'est la seule imaginable. Il n'y a pas de bonnes frontières. Les bonnes frontières sont celles qui tiennent. Or, une frontière dans laquelle les gens se sont battus pour leur libération est une frontière qui devient légitime, quel que soit l'aspect artificiel de son tracé. Aujourd'hui, on s'entretue en Libye dans les frontières de la Libye de 1951. Et il n'y a pratiquement plus de mouvements séparatistes. Mais tout le monde veut le pouvoir en Libye, hein, pour le meilleur et pour le pire. C'est le cas en Syrie. Et en Syrie, on voit bien qu'il y a deux projets qui dissolvent les frontières syriennes. Et je ne les mets pas du tout sur le même plan d'un point de vue idéologique, mais je constate. C'est le projet de Daesh, d'une part, qui semble, en termes territoriaux, aujourd'hui être arrivé en fin de cycle. Et le projet du PKK, donc pas des Kurdes, mais le projet d'un groupe spécifique, qui est un groupe originellement turc, donc du Parti des travailleurs du Kurdistan, dont l'état-major est basé dans les montagnes d'Irak, et qui, lui, a un projet pan-kurde, hein, et qui voudra utiliser la partie de Syrie qu'il contrôle par rapport à la Turquie et éventuellement par rapport à l'Irak. D'où un conflit avec un autre parti kurde, le Parti démocratique du Kurdistan, qui lui est au pouvoir au Kurdistan d'Irak et qui accélère le processus à l'indépendance, non pas par rapport à Bagdad, comme on le lit trop souvent, mais pour contrer le PKK. Hein, ce qui veut dire que si indépendance il y avait, elle débouchera immédiatement sur une guerre civile entre Kurdes. Bon, ça, juste pour vous dire. Mais revenons à la Syrie. Donc on a ces deux projets qui, eux, dissolvent les frontières. Les autres projets sont à l'intérieur des frontières. Hein. Et donc, on parle de Syrie utile, Syrie inutile. Oui, bon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des réfugiés arrivent de la Syrie dite utile. Donc même dans la Syrie utile, on ne pense plus l'après-demain avec Assad. Et tant qu'Assad est là, si on a un peu d'argent, un peu d'ambition pour ses filles et ses garçons, on part. Hein, voilà le résultat d'un État soi-disant non failli. Mais c'est dans le cadre de la Syrie, et à mon avis, plutôt que de penser des idées où on prend des cartes, comme ça a été fait il y a un siècle, hein, j'ai pu documenter la délimitation de l'État de Russe, par exemple. Comment les Français ont créé un État de Russe qui n'avait jamais existé. Et résultat, les Druzes se sont soulevés contre eux 5 ans après. Évidemment, les Français n'ont pas compris parce qu'ils pensaient leur avoir donné ce qu'ils voulaient. Or, les Druzes ne voulaient pas un État Druze, ils voulaient être Syriens. Hein, parce que c'était beaucoup mieux pour eux d'être Syriens que d'être réduits à cette enclave. Donc, je pense qu'il faut laisser s'exprimer cette Syrie d'en bas. Alors évidemment, hein, il faudra des mécanismes d'harmonisation. Et c'est là où, à mon avis, la diplomatie pourrait jouer. Et c'est là où, s'il y avait internationalisation, elle devrait être sincère dans le cadre de la médiation et non pas de la supervision ou de la polarisation. Et puisque vous revenez à la diplomatie, vous, dans le miroir de Damas, vous rappelez notamment le lien qu'ont eu certains présidents français, comme en particulier De Gaulle et Mitterrand, avec ce pays. Or, le président français actuel se dit dans sa approche diplomatique et géopolitique mitterrando-gaulliste. Du coup, vous en attendez quelque chose d'une approche comme celle-là?
Moi, j'attendais surtout que le président soit cohérent avec le candidat, ce qui, en démocratie... Ce qui est un peu naïf de votre part. Voilà. Or, on a eu une déclaration qui était une négation mais, bon... Le pire, c'était pas cela. Le pire, c'était le côté... j'ai compris alors que personne n'avait compris, ce qui, franchement, sur un sujet comme la Syrie, peut provoquer un peu d'agacement. Hein. Et l'idée de dire que, d'abord, il faut mieux Assad qu'un État failli, je n'y reviendrai pas, hein, c'est scandaleux. Mais il y avait bien pire que ça, il y a l'idée... Donc, gaulo-mitterrandiste signifie concrètement... Donc, vous pouvez reprendre, c'est un entretien qui était accordé ni à Mediapart ni au Monde, mais au Figaro. La petite concurrence. Voilà. Et ainsi qu'à 7 autres organes de presse européens. Donc c'est un grand entretien. Et c'est un grand entretien plein de déclarations quand même très très problématiques. Mais la plus problématique est de dire... Je veux aller à l'encontre du néoconservatisme en vigueur en France depuis 10 ans qui veut imposer la démocratie de l'extérieur. Et je veux renouer avec la France qui a dit non à l'invasion de l'Irak. Alors là, ça c'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible. Moi, j'étais un opposant farouche à la guerre en Irak, je l'ai dit sur tous les tons. Mais en Syrie, personne ne demandait aux Français ou aux Américains de venir renverser Assad. On leur demandait juste de donner les moyens au peuple syrien de ne pas se faire exterminer. Hein. Et l'idée que les Syriens ne peuvent pas avoir leur propre dynamique de libération, que celle-ci doit forcément venir de l'extérieur, et s'agissant d'un des pays fondateurs de l'humanité, une insulte à l'intelligence, quel que soit celui qui la profère. Mais le pire, et c'était vraiment un énoncé très grave, dans tous les sens du mot grave, c'était « on ne m'a jamais montré l'alternative à Bachar el-Assad ». Donc, dans l'histoire, il y aurait des peuples qui, à un moment, sortiraient l'alternative à Kim Jong-il, l'alternative à Xi Jinping, l'alternative... C'est quoi l'alternative à Poutine ? C'est quoi l'alternative ? Alors, si l'alternative n'existe pas, ce monsieur est légitime. Donc, du point de vue de la politique, et pour quelqu'un qui est censé avoir quelques formations philosophiques, c'est quand même d'une extrême gravité. Vous évoquez la phrase du père Paolo Dall'Oglio, qui fait partie des très nombreux disparus d'ailleurs en Syrie. Il y a tous ces morts dont vous donniez les chiffres, mais il y a aussi tous les disparus dont on a du mal à chiffrer l'ampleur, qui disait en conclusion d'un de ses derniers textes, de génération en génération, la Syrie sera synonyme de résurrection. Est-ce que, pour conclure notre échange avant d'ouvrir... la discussion à tous celles et ceux qui sont venus vous voir, vous pouvez quand même nous donner des pistes pour que cet espoir ne soit pas, du wishful thinking. Alors d'abord, je suis heureux de pouvoir saluer, non pas la mémoire, mais saluer la personne de Paolo Dall'Oglio. Mon livre est dédié aux disparus en Syrie, qui sont des dizaines de milliers, peut-être 150 000. C'est pour ça que j'ai des estimations si hautes. Or, les disparus peuvent réapparaître. J'ai travaillé dans les années 80 sur les disparus au Liban, dont certains, à ma stupéfaction, sont réapparus parfois 20 ans plus tard en Syrie. Donc je sais que les disparus peuvent réapparaître. Et j'espère de tout mon cœur que le père Paolo Dall'Oglio, Razan Zeitouneh et toutes les Syriennes et les Syriens qui sont disparus pourront un jour... revenir auprès de leurs proches. Alors, bon, lui est jésuite. Moi, c'est pas exactement ma vision du monde. Donc, on voit bien ce que signifie résurrection pour quelqu'un dont la foi est aussi ardente. Mais au-delà de la composante religieuse, je crois qu'effectivement, dans toute cette histoire de la Syrie, il y a cette idée d'une permanence des femmes et des hommes, qui nourrit une histoire dans un rapport organique à l'histoire.
Et on voit bien que cette permanence, cette résilience, pour employer un mot plus à la mode, elle est aussi la raison de cet acharnement affolant, hallucinant, ce déferlement, parce qu'ils ne veulent pas lâcher. Et au jour d'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas lâché. Et le fait qu'ils n'ont toujours pas lâché, sans du tout, là encore, vouloir les idéaliser, me paraît être la raison d'espérer que la Syrie renaîtra avec les Syriennes et les Syriens qui n'ont pas lâché malgré toutes les horreurs auxquelles ils ont été soumis. Merci beaucoup, Merci Jean-Pierre Fillu. Il y a deux jeunes gens qui vont des micros pour que vous puissiez à votre tour poser vos questions, sachant qu'on a un peu de temps, on a une demi-heure, mais qu'il faut vraiment libérer l'estrade à 12h30 pour le changement de décor et l'émission de France Culture en direct qui prend la suite de cette cour Louis Pasteur. Merci. Allô? C'est bon? Je crois que ça marche. Ok, c'est bon. J'ai une petite question. Je voulais savoir par rapport à... C'est une question centrée sur la France par rapport justement à la Syrie. Je voulais savoir si certains politiques français qui étaient plutôt cléments avec le camp Assad ont perdu aux élections législatives justement par rapport à leur lien en Syrie, ou c'était plus pour d'autres raisons. Ben, j'aimerais le croire. Mais je ne crois pas qu'en France, ce soit sur ce type de considération que se joue le vote. En revanche, et c'est important parce que c'est quand même très lié, parce que ce sont les mêmes, hein. En clair, c'est Marine Le Pen et François Fillon, ceux qui ont voulu jouer de l'attentat des Champs-Élysées à la veille du premier tour, en espérant que ça leur profiterait dans une surenchère sécuritaire, et donc pro-Assad, eh bien leur pari a été déjoué. Et je crois que ça, c'est une excellente nouvelle pour notre démocratie. Il y avait monsieur au milieu. Oui, par rapport aux Kurdes, je vous sens très pessimiste par rapport à l'histoire qui peut se développer avec le Kurde, dans ou le Kurdistan. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative pour eux que de continuer à être simplement citoyens des pays dans lesquels ils sont? Écoutez, moi j'étais au Kurdistan d'Irak en avril dernier. Je rappelle que le Kurdistan d'Irak est en autonomie complète depuis maintenant 10 ans, qu'il n'y a pas un drapeau irakien, sauf sur le palais du président du Kurdistan d'Irak, parce qu'il est censé reconnaître encore l'Irak, que la police est kurde, que les forces de sécurité sont kurdes, et que donc, au cas où vous ne le sauriez pas encore, aujourd'hui ce sont des Kurdes qui torturent des Kurdes dans les prisons kurdes, dans les zones kurdes. La libération n'est pas que nationale. Il y a aussi après une autre dimension. Or, il est assez rare dans l'histoire qu'un mouvement de libération devienne un parti démocratique de gouvernement. Les Kurdes ont une lutte très longue, très marqué d'épisodes glorieux et moins glorieux. J'étais, je vous dis, au Kurdistan d'Irak, j'étais dans la prison rouge à Soleimani, qui a été un des lieux de torture les plus infâmes du régime de Saddam Hussein, et qui est devenu, et l'historien que je suis ne pouvait qu'y être très sensible, un lieu de mémoire et un lieu d'éducation populaire pour les jeunes générations kurdes, pour qui c'est déjà le passé, parce que c'est 1991. Donc ils n'ont pas du tout... Il y avait un bus qui venait d'une zone qui avait été frappée par les armes chimiques en 1988, et je voyais toutes ces jeunes filles et jeunes garçons kurdes pour qui c'était de l'histoire. Donc, moi je ne suis pas optimiste ou pessimiste, je suis historien. Je vois d'ores et déjà que dans l'espace kurde, l'institution dominante, et c'est un terme qu'on connaît peu, voire pas, ça s'appelle Asayesh. Asayesh, ça veut dire sécurité. C'est donc l'équivalent des mukhabarat, services de sécurité, dans le monde arabe.
Bon, dans le monde arabe, tous les Arabes savent que leur vie dépend des mukhabarat. Aujourd'hui, que ce soit dans les zones PKK ou dans les zones PDK ou dans les zones UPK, je ne vais pas égrener la liste des sigles, la vie des Kurdes dépend de la saïesh du parti dominant. Effectivement, c'est pas... Et le PKK étant... Parce que le PKK a un côté... Il a une certaine candeur programmatique. Et dans la charte d'autonomie du Rojava, que le PKK a soi-disant fait discuter, mais en fait c'était imposé par les commissaires politiques qui venaient d'Irak, qui n'étaient pas tous irakiens, hein, certains étaient turcs ou syriens. L'article 15 précise que le monopole de la défense est exercé par le PKK, enfin, sous ses différents avatars, et le monopole de la sécurité par l'assailliche du PKK. C'est un peu inquiétant. Alors, et d'ailleurs, les gens kurdes ou pas kurdes hein, qui vivent dans ces zones-là savent parfaitement ce qui peut leur être réservé. Hein. Dans les derniers mois, un des pires mouvements de répression a eu lieu au Kurdistan d'Irak. Vous aviez une grève des enseignants qui a été brisée par la torture, hein, par les assaïesh, dans l'indifférence quasi générale. Alors il suffit, Jean-Pierre Filieu, de lire les commentaires sur votre blog dans ce petit journal local pour savoir que ces propos que vous tenez régulièrement vous valent beaucoup d'attaques. Du coup, sans vous demander... Il n'y a rien à sauver pour vous quand même dans cette idée d'une expérimentation démocratique du Rojava, parce que je ne vous demande pas de juger de la sincérité de Abdullah Öcalan, donc le leader des Kurdes emprisonnés aujourd'hui, qui vient du pire stalinisme, effectivement, de la police politique, et qui se dit s'être converti au convivialisme et vouloir faire du Rojava une sorte de nouveau Chiapas. C'est pas là la sincérité d'un ancien d'une lutte armée, mais on peut aussi quand même se demander s'il n'y a rien à sauver dans cette idée d'une expérimentation démocratique, en dépit de ce que vous dites, qui est documenté, mais dont on peut aussi penser qu'il s'inclut dans un contexte de guerre permanente. Voilà, j'aimerais que vous répondiez à ça. Moi, je n'ai pas passé assez de temps au Rojava pour pouvoir témoigner concrètement. Pour des raisons évidentes, vous pensez que je n'y suis pas peut-être bienvenu. Je signale simplement qu'au Rojava, au moment où nous parlons, les services d'Assad sont toujours en position. L'idée d'une expérimentation démocratique qui maintient en place la sécurité d'Assad et parfois l'armée d'Assad, sans parler des portraits d'Assad et de la ligne aérienne entre Damas et le Rojava, j'ai un peu de mal à voir son caractère pionnier. Hein. Mais en revanche, là c'est bon, je fais quand même un peu de sciences politiques, sociologie politique parallèlement à maître d'histoire. Dans la pratique, il est évident que ces structures totalement foutraques que la révolution syrienne avait engendrées par le bas, mais vraiment par le bas, hein, avec des formes d'élection, des formes de cooptation, de gestion, des contradictions, sont infiniment plus démocratiques que celles qui ont été pensées quelque part. Alors c'est moins Öcalan. Öcalan, lui, il a écrit ce qu'il a écrit dans sa prison. Effectivement, c'est martelé tel un bréviaire, ce qui aussi est un peu inquiétant. Mais c'est Djemil Bayik, le vrai chef. Et Djemil Bayik, c'est un chef militaire. Hein. C'est pas du tout un idéologue. Et c'est un chef militaire. Et on a en permanence... Hein, et ça rappelle le système Assad. Dans le système Assad, vous aviez un parlement, vous aviez des ministères, vous aviez des administrations. Mais derrière, c'était la sécurité qui gérait tout. Et de tout ce qui me revient du Rojava, et entre autres... Mais par exemple, vous n'aviez pas un tel rôle des femmes? Alors, qui a l'air quand même d'être une spécificité. Hein. Moi non plus, je n'ai pas été au Rojava. Donc, oui. Mais est-ce que quand même certains témoignages disent c'est qu'il y a en l'occurrence un vrai travail démocratique? Un vrai travail démocratique. Moi, je ne peux pas le mettre en cause concrètement. J'ai vu... Bon, on m'a évidemment présenté la camarade présidente et le camarade coprésident au Kurdistan d'Irak. Ben, je suis désolé, hein. Dès qu'on s'est assis et qu'on a commencé à causer, la camarade coprésidente, elle allait faire le thé. Donc, je me garderai bien de juger par ce petit bout. Mais il faut savoir que dans tout... Bon, moi, je suis arrivé à la fin.
Mais j'ai quand même vu des maquis érythréens, on montrait les camarades combattants du FPLE. J'ai vu des maquis palestiniens, on montrait les camarades combattants du FPLP. Et à la fin, c'était, excusez-moi, que de l'esbrouf. Hein. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le grand combat pour la reconstruction de Kobané se fait entre des militants dont je ne mets absolument pas en cause la sincérité, même si parfois il y a des petits éclats dans les yeux qui font penser à d'autres périodes de l'histoire, qui veulent imposer un mode de réorganisation de type collectif à des populations qui, elles, veulent reconstruire des familles traditionnelles. Hein, et donc on voit bien que là, il y a une expérimentation, mais qui est presque de l'ordre du laboratoire. Et je crains l'accident en laboratoire, avec ce que ça pourrait provoquer de réactions, y compris par rapport... Parce que, vous savez, en Afghanistan, les communistes afghans, ils mettaient beaucoup en avant les femmes, puis ça s'est fini par l'occupation soviétique, hein, parce que c'était pas exactement ce que la société, pour le meilleur et pour le pire, était en droit d'attendre. De toute façon, aujourd'hui, et là, je pense qu'un marxiste bon teint ou mauvais teint serait d'accord avec moi, la question est contradiction principale, contradiction secondaire. Si on considère que Assad c'est une contradiction secondaire, à mon avis, la messe est dite, ce qui n'est pas très marxiste. D'autres questions ? Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, merci monsieur Philu de votre intervention. Donc, il me semble percevoir deux choses dans le discours qui peuvent paraître contradictoires, mais qui, je pense, ne le sont pas. L'une est le besoin de désinternationaliser le conflit. L'autre est une sorte de critique du rôle de la France, de l'attitude d'abord, en tout cas en ce moment. Et je voulais savoir le genre de choses que vous suggéreriez. Enfin, pour moi, l'implémentation la plus concrète de la France, c'est le travail notamment du centre de soutien, le CDCS, au ministère des Affaires étrangères, qui prend le parti de financer, de soutenir dans les zones de l'opposition certains projets de construction, on va dire, de renforcement des institutions légales, de santé. Bon, on peut discuter des résultats, mais qui me semble convenir à cette vision que vous avez de d'abord renforcer un petit peu les communautés locales et la société civile. Quel serait le type d'attitude et de concrétisation de cette attitude que vous suggéreriez ? La bonne nouvelle dans l'entretien qu'on évoquait, c'est qu'il n'a eu absolument aucune conséquence. Ce qui en dit long sur le côté légèrement prétentieux de l'émetteur de tels propos. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'on se contredit soi-même, c'est pas... Mais que l'État continue à faire une politique qui n'est pas déraisonnable, ça c'est bien. Et j'espère qu'on va continuer, avant comme après le 14 juillet. Hein, et quels que soient les mots doux qui s'échangeront à la tribune du défilé. Il est certain que la politique, qui est largement de l'ordre du témoignage, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas le soutien de la France qui fait qu'aujourd'hui il y a encore des actions autonomes de la part de la société civile en Syrie. Mais il est important parce que d'abord il correspond à notre vocation, qui est de préserver ce qui peut l'être de cette Syrie d'en bas. Et vous savez, la Syrie fonctionne beaucoup justement par le bas, par capillarité. Donc dans toute la Syrie, on sait que la France fait cela. Et ça, c'est très important pour l'avenir. Parce que je suis convaincu que les gestes, y compris minimes, qui sont faits auprès d'un peuple quand même menacé de mort, à différents titres, ce peuple-là ne l'oubliera jamais au moment où il se relèvera. Donc je pense que cette action, non seulement elle est louable, mais elle va sans doute se poursuivre parce qu'elle est
efficace, même si elle ne change pas la donne sur le terrain. D'autres questions? Il n'y a jamais eu autant de monde le matin et jamais aussi peu de questions. Oui, en tant que vous avez évoqué le nombre des victimes principalement civiles, le nombre des torturés et des disparus, vous l'avez dit que c'était certainement inconnu. Vous, en tant que diplomate... Ancien diplomate, comment vous définissez et comment vous... quelle est l'action faut-il donner au mot urgence? Ben là, on est dans l'extrême urgence. C'est-à-dire on est dans l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà de l'urgence. Vu qu'on a un travail méthodique de démolition des structures de base. Mais simplement, ça n'est pas une catastrophe naturelle. Quand vous avez la chasse russe qui démolit méthodiquement les écoles, les hôpitaux et les boulangeries, ça veut dire que quel que soit, et je collabore avec des ONG d'urgence qui vont essayer de reconstruire ce qui a été détruit. Mais la question qui se pose, c'est comment arrêter les Russes, très concrètement. Et on voit bien que cette question, elle ne peut pas se poser uniquement dans l'ordre de l'humanitaire. La Syrie est un des rares pays du monde où vous avez eu des manifestations populaires contre des ONG qui voulaient ouvrir des cliniques. Parce que les populations locales préféraient voir leurs blessés mourir que d'avoir une clinique qui allait fatalement être bombardée par les Russes. Ça en dit long sur le degré d'inhumanité que nous avons atteint. Madame et monsieur. Oui, bonjour. Écoutez, il y a quelque chose qui me choque un tout petit peu dans votre discours. Je vous en prie. C'est à propos des Kurdes. Parce que vous parlez du PKK, mais vous ne parlez pas du tout des civils. Quand on connaît la situation des Kurdes en Syrie, ce qu'elle fut, c'est-à-dire avec des terres confisquées, où il n'avait pas de papier d'identité, où il n'existait pas, à un moment, je crois que c'est Derrida qui le dit, quand on parle de terrorisme, il faut savoir si ce n'est pas de la résistance. Et quand je vois aujourd'hui les Kurdes, la situation des Kurdes en Turquie, où il y a quand même énormément d'arrestations, de tortures, où là la France ne dit rien, ou à peine, il y a eu Asli Erdogan qui a été quand même torturé. Je ne comprends pas trop, parce qu'il y a le Kurdistan, que ça soit, pour m'être intéressé un peu au sujet, le PKK ne veut pas faire un grand Kurdistan parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'entendre ni avec les Kurdes iraniens. Il y a eu un siècle qui est passé, c'est plus possible. Ils veulent des régions autonomes. Donc, ça me choque un peu parce que ce sont quand même des civils. Vous ne parlez que de politique et ce sont quand même des civils et des victimes depuis de longues années. Alors, et c'est vrai qu'ils s'entretuent entre eux, mais à cause des États qui pourchassent, le PKK, les Kurdes irakiens ont des accords avec la Turquie, par exemple. Et c'est pour ces accords avec la Turquie où ils se pourchassent eux-mêmes. Mais bon, voilà. Alors, l'idée d'abord, quand une milice massacre une autre milice, et comme je l'ai dit, les civils, c'est moi qui parle des civils. Quand je dis que les civils kurdes sont les premières victimes des différents services de sécurité kurdes, je parle des Kurdes et des civils kurdes, pas d'une abstraction. Je parle de choses qui se passent en ce moment, où des femmes et des hommes kurdes sont torturés par des tortionnaires kurdes. Et je crois qu'à un moment, il faudrait quand même intégrer cette réalité, plutôt que de croire que les Kurdes sont de gentilles victimes qui ne pourront jamais devenir des bourreaux, ce qui ferait d'eux le seul peuple de l'humanité à avoir un tel privilège. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'aimerais vous présenter un Kurde d'Alep, qui est un ami avec qui j'ai passé une partie de l'été 2013 dans un quartier où il y avait des civils, madame, des civils qui étaient arabes et kurdes, qui était un quartier mixte qui s'appelait Salah ed-Din.
Et dans ce quartier, eh bien, il y avait des Kurdes qui étaient civils et qui s'étaient engagés dans la révolution, dans les différentes factions de la révolution. Quant au PKK, je le connais très bien. Le PKK, je l'ai connu quand j'étais déjà diplomate à la fin des années 90 en Syrie, quand Öcalan était réfugié en Syrie et que les services syriens avaient sous-traité au PKK la gestion, c'est-à-dire concrètement la torture, la police, le quadrillage et le flicage de la population kurde de Syrie, le PKK ayant parfaitement accepté, endossé et fait respecter le fait que les Kurdes en question n'avaient pas de papier. Donc le PKK a joué pour imposer son parti qui à l'époque avait une vocation marxiste-léniniste, qui maintenant est censé être différent. Mais les premières victimes du PKK en zone sous contrôle PKK, c'est-à-dire concrètement Rojava en Syrie, sont des Kurdes, à commencer par Meshal Temo, qui a été assassiné par le PKK, grand activiste de la société civile kurde, dès octobre 2011, donc dans l'actuel Rojava. Donc on pourrait faire longuement la liste. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a des héros et des démons, hein, mais que justement il faut déconstruire ces automatismes. Et il est évident qu'aujourd'hui le PKK en Syrie a totalement instrumentalisé une base arrière en Syrie dans la perspective de son grand combat qu'il entend mener un jour en Turquie. Il a donc sacrifié purement et simplement les Kurdes de Syrie, et donc les civils kurdes de Syrie, et donc les femmes et les hommes kurdes de Syrie. Accessoirement, il ne faut quand même pas oublier les femmes et les hommes arabes de Syrie, les femmes et les hommes assyriens de Syrie, les femmes et les hommes d'autres groupes, à son grand dessein qui a un jour à la fois de reprendre pied en Turquie, mais aussi en Irak. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le PKK a totalement encerclé les zones du gouvernement d'Erbil et un jour pourra, avec ses alliés locaux, sans doute relancer le combat dans le Kurdistan d'Irak même. C'est ainsi, ce sont les faits. Et un historien, au risque de choquer, ne peut que rappeler certains faits, même s'ils sont dérangeants. Il y avait monsieur. Oui, merci. Ah bon. Au Liban, 15 ans de guerre civile pour que les gens se calment. En Syrie, en 2011, début de la guerre civile, parce qu'en fait, ça a commencé par une guerre civile, entre le camp alaouite et puis les autres. Alors, dans les deux cas, c'est quand même une guerre civile au départ. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, le parallèle entre Liban et Syrie me gêne sur beaucoup de plans. Il est évident qu'on ne peut pas comprendre le conflit libanais, que je ne qualifie pas de guerre civile, sans la présence de l'OLP et des fédayines palestiniens au Liban. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Quant à la Syrie, c'est Assad qui a voulu la guerre civile. Pendant 8 mois, vous n'avez pas de militarisation de l'opposition, vous avez des manifestations qui restent pacifiques, et c'est là où effectivement l'ONU, les grandes puissances ont failli, parce qu'elles auraient dû tout faire pour éviter la militarisation, plutôt que d'intervenir une fois que cette militarisation a été une réalité. Alors pour qu'on ne croit pas que je réserve mes critiques à un camp, il est évident que le camp révolutionnaire a commis, en tout cas n'a absolument pas suggéré la militarisation. Elle s'est déroulée dans des conditions calamiteuses et d'un point de vue politique suicidaire. Vu que cette révolution a cru, peut-être parce qu'elle était trop romantique, peut-être parce qu'elle était trop de la base, que donc elle était très forte dans son enracinement local, mais faible dans sa possibilité de concevoir une alternative globale et nationale au régime Assad, elle ne s'est pas donné les moyens de la lutte armée. Et donc la lutte armée s'est imposée à elle. S'est imposée d'abord par des groupes d'autodéfense, puis par des déserteurs.
Et groupes d'autodéfense comme déserteurs sont restés très pauvres en termes d'encadrement comme en termes d'armement. D'où un processus que j'ai documenté dès 2013, parce que j'ai appelé ça le bazar au Katiba. Que tel chef local, pour pouvoir nourrir ses hommes, les habiller, leur donner les moyens de combattre, eh bien, il faisait des vidéos de propagande à son échelon local, d'où une dispersion affolante des groupes, pour avoir de l'argent pour son groupe. Et au bout d'un certain temps, moi je l'ai vu, je voyais mes copains, là justement, les Kurdes, les Arabes, des civils, hein, des boulangers, des pharmaciens, des professeurs, qui soudain, je les voyais mettre un bandeau, dire « Allahu Akbar » devant une caméra. Ils ont dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?»« Ah ben on fait une vidéo pour le Koweït. » Parce qu'on a besoin, là il y a un type qui est passé pendant Ramadan, d'ailleurs je voyais passer le type dans sa dish d'achat immaculée, puis le ventre proéminent qui va avec, hein, il est en train de nous filmer, et puis il va montrer ça à ses copains pendant les soirs de Ramadan, et du coup on va avoir de l'argent. Et donc, évidemment, je vous le dis sur un mode ironique, mais c'est en fait résumer le processus de radicalisation, d'islamisation, de salafisation, et à la fin de djihadisation. Donc ça n'a pas été géré. Donc on ne peut pas... le conflit libanais est un modèle presque chimiquement pur de conflit par procuration, où la guerre entre Israël et la Syrie, la guerre entre les États-Unis et l'URSS se réglait sur le terrain libanais. Tandis qu'en Syrie, c'est le contraire. C'est pour ça que c'est tellement que ça va de mal en pis. Que chaque fois qu'on internationalise, on creuse encore la tombe des Syriennes et des Syriens, parce qu'en fait, c'est à la faveur de la Syrie qu'on crée des conflits internationaux. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, la principale pomme de discorde entre Trump et Poutine, c'est la Syrie. Hein, c'est même pas l'Ukraine ni la Corée. C'est pas le contraire. Ils sont pas intervenus en Syrie pour régler leurs comptes. C'est les comptes qui commencent à s'accumuler en Syrie qui provoquent des tensions internationales. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il est urgent, y compris pour la stabilité internationale, de renverser la logique et de partir du bas, hein, et non plus du haut. Une dernière question, monsieur. Bonjour. Que faites-vous du conflit entre l'axe, qu'on qualifie d'axe chiite, et le monde sunnite? Alors, moi, j'ai essayé de mettre en garde contre ce type d'interprétation, mais on voit bien qu'on est dans la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met du chiite ou du sunnite, ben évidemment, c'est du chiite et du sunnite qui vont ressortir. Concrètement, il y a un axe, mais il n'y en a qu'un. Et cet axe, il n'est pas chiite. C'est un axe irano-Assad. Hein, et les Assad ne sont pas chiites. D'ailleurs, il n'y a pas une déclaration des Iraniens ou du Hezbollah disant « nous défendons nos frères syriens parce qu'ils sont chiites hein ». Ils disent, nous les défendons à cause d'Israël, nous défendons les lieux saints chiites. J'ai tout un chapitre pour expliquer la militarisation des lieux saints chiites en Syrie. Comment on va progressivement créer des abcès de fixation dans la banlieue de Damas, à Alep, etc., autour de lieux saints chiites, sur lesquels on va mobiliser des milices chiites au Liban, en Irak, au Pakistan et en Afghanistan. Mais ils ne disent pas « nous allons aider nos frères chiites Assad ». Ça n'existe pas. De l'autre côté, il n'y a pas d'axe sunnite. Regardez où en sont l'Arabie Saoudite et le Qatar. Je veux dire, au bord de l'affrontement, alors que non seulement tous les deux sont sunnites, mais tous les deux sont wahhabites. Hein. Et vous avez la Turquie et l'Iran qui soutiennent le Qatar, hein, contre l'Égypte, l'Arabie et les Émirats qui s'acharnent contre le Qatar. Donc moi je ne vois pas du tout cette confrontation. Mais il est évident que les discours créent des réalités. Qu'à partir du moment où le monde s'est mobilisé sur cette base, où les chancelleries, comme du temps de la question d'Orient au XIXe siècle, ont pris ce paradigme comme celui qui était éclairant, eh bien on finit par produire ce qu'on attendait.
Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas cette confrontation. On ne l'a toujours pas. Et par exemple, la guerre qui vient en Irak, elle ne va pas opposer les chiites et les sunnites, mais les chiites et les kurdes. Je le crains bien. Pour le contrôle de ce qu'on appelle les zones disputées, donc Kirkouk. Donc maintenant, et d'ores et déjà, sur les ruines de Mossoul, on prépare cette guerre-là, et cette guerre-là n'est pas une guerre sunnite-chiite. Donc ce que je vous dis n'est pas forcément une bonne nouvelle. Je suis désolé, on va devoir s'arrêter là pour laisser aux équipes de la cour Louis Pasteur le temps de changer les micros, la tribune, mais la discussion peut se poursuivre. Je vous conseille notamment la table de la librairie où vous trouverez les excellents livres de Jean-Pierre Filu, ainsi que l'excellente revue du Crieur, dont je m'occupe, et où 2 jeunes personnes sympathiques sont prêtes à vous offrir 1 mois d'abonnement à Mediapart et même à vous donner des sacs en tissu dont l'esthétique rivalise avec ceux du Festival d'Avignon. Merci beaucoup. Merci. Et pour ceux qui veulent continuer, on se retrouve demain, nous, à 11h, pour penser l'après-demain de l'architecture en compagnie de Patrick Bouchin. Merci beaucoup.